Salut tout le monde. Ce soir, nous allons parler d'un objet de métal, froid, rigide et pourtant conçu pour une chose aussi chaude et fluide que la parole. Imaginez que vous êtes une femme dans une ruelle pavée de York en 1453. Vous parlez trop. Vous avez critiqué le pain de votre voisine ou, pire encore, vous avez osé commenter la gestion du marché par les hommes du conseil. Vous n'allez pas être flagellé? Pas encore. Vous allez être muselé, littéralement. Avant de vous mettre à l'aise, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Et pendant qu'on y est, dites-moi en commentaire où vous écoutez cette histoire, et surtout, l'heure locale, juste pour le plaisir de savoir jusqu'où voyagent ces mots. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour un léger bourdonnement de fond, et commençons ensemble l'aventure de ce soir. Vous êtes donc dans cette ruelle? Des maisons à colombages se penchent au-dessus de votre tête comme si elles écoutaient. Le sol est glissant, pas à cause de la pluie, mais à cause de ce qu'on jetait par la fenêtre, parfois encore tiède. Vous venez d'être désignée comme une femme à la langue trop bien pendue. Ce qui vous attend, c'est le Scold's Bridle, ou le bâillon de la honte. Il s'agit d'un instrument de métal forgé, une sorte de masque ou de cage à visage, avec une languette intérieure en fer qui s'appuie sur la langue. Lorsqu'on vous attache cela, non seulement vous ne pouvez pas parler, mais chaque tentative produit une douleur cuisante, une morsure métallique. Les historiens débattent encore pour savoir si cet objet était réellement courant ou surtout symbolique. Certains manuscrits laissent entendre qu'il était exposé comme une menace, plus qu'il n'était utilisé. Mais d'autres décrivent des femmes contraintes à l'endurer pendant des heures, voire des jours, parfois enchaînées à un poteau au milieu de la place publique. Ce que l'on sait, c'est que la bridle s'accompagnait souvent d'un défilé. Oui, comme un carnaval, sauf que vous êtes le seul déguisement. Un tambourinier, un crieur, peut-être même un petit orchestre de casseroles vous escortait pendant que la foule ricanait. Le but? Faire de votre punition un spectacle. Le Moyen-Âge aimait beaucoup les spectacles. On trouve des documents de la ville de York qui mentionnent l'achat et l'entretien d'un tel outil. Oui, même le métal répressif avait un budget municipal. Si ce n'est pas de l'organisation, on imagine bien le forgeron, penché sur son enclume, façonnant une nouvelle bride pour l'année en cours, pendant que son apprenti demande innocemment « Mais maître, pourquoi un clou dans la langue ?» Réponse « Pour qu'elle ne jase plus sur la boulangère. » Un détail encore plus piquant, c'est que certaines versions du bâillon incluaient une clochette. Juste là, au-dessus du front. Ce n'est pas assez que vous souffriez. Il faut que tout le monde sache que vous arrivez. Une anecdote insolite nous vient d'un village écossais où la tradition locale prétend que la bridle était parfois prêtée entre voisins. Oui, prêtée, comme une raclette électrique. On imagine la conversation. « Salut Margaret, puis-je t'emprunter la bride pour ma belle-sœur? Elle a encore parlé de mes navets. » Mais le plus ironique, c'est que ces objets sont aujourd'hui exposés dans des musées. Vous pouvez les voir sous verre, parfois accompagnés d'un mannequin souriant, bien sûr, sans la douleur, sans la foule, sans l'humiliation, juste du métal brillant, presque artistique. Les guides touristiques disent « Voici un exemple rare de discipline féminine au 16e siècle. » Un peu comme si on vous présentait un grille-pain de torture. Ce qui rend cette histoire encore plus étrange, c'est qu'il n'existe pas vraiment d'équivalent masculin. On ne mettait pas de bride aux hommes pour avoir critiqué la bière. Non. On les envoyait parfois en prison, mais jamais on ne leur fixait un carcan sur la bouche. Les historiens s'interrogent encore sur cette asymétrie judiciaire. Était-ce une manière de protéger la structure patriarcale? Était-ce considéré comme amusant de faire taire les femmes en public? Certaines féministes modernes parlent de la bridle comme d'un archétype, un symbole du contrôle de la parole, un héritage qui, selon elles, persiste dans les injonctions actuelles au silence poli, au « sois douce », au « fais pas trop de vagues ». Est-ce exagéré
Peut-être. Mais quand on voit un bâillon de fer exposé dans une vitrine, il est difficile de ne pas frissonner, même dans les musées climatisés. Et vous, là, confortablement allongé, imaginez un instant ce que c'est que d'avoir un mot sur le bout de la langue, sans jamais pouvoir le dire. Pas parce que vous l'avez oublié, mais parce qu'un artisan, quelque part, a littéralement conçu un objet pour vous empêcher de l'exprimer. Le Moyen Âge savait forger des épées, des armures, des clés et des silences. Vous sentez encore le métal froid contre votre peau. Ou peut-être est-ce juste le courant d'air sous la porte. Pas de panique, vous êtes bien dans votre lit. Mais l'histoire continue, et cette fois, vous vous trouvez en Écosse. Pas l'Écosse des châteaux de cartes postales, mais celle des petits hameaux venteux, où les murs sont faits de pierres grises et les ragots circulent de plus vite que le whisky. Et voici un nouvel accessoire du silence, la bride de sorcière, ou witch bridle. Non, elle n'est pas réservée aux femmes soupçonnées de sorcellerie, même si le nom, franchement, induit un peu en erreur. C'était plutôt un outil de punition sociale. Disons que vous étiez trop bavarde, ou trop sarcastique, ou, comble de l'audace, que vous avez fait un jeu de mots à la messe. C'est là que la bride entre en scène. Cette fois, vous portez un masque en fer, souvent orné de motifs grotesques, une langue en relief, des oreilles d'âne, parfois même des cornes. Oui, apparemment, humilier ne suffisait pas. Il fallait aussi vous rendre ridicule. La version écossaise était souvent plus élaborée que celle anglaise. Plus de décor, plus de cruauté. Comme un concours entre forgerons. La pièce maîtresse de la bride, c'est ce petit embout métallique qu'on introduisait dans votre bouche, pile sur la langue. Selon sa forme, il appuyait, piquait ou coinçait l'organe fautif. Vous essayez de parler? Cela s'enfonçait un peu plus. Vous vouliez crier? Mauvaise idée. Et le public trouvait ça très divertissant. Ce n'est pas pour rien qu'on vous exposait sur la place. Les historiens se disputent encore pour savoir si cette bride était utilisée à des fins pédagogiques ou purement punitives. Certains affirment qu'elle visait à préserver l'ordre social dans les communautés rurales. D'autres y voient un instrument de pure domination genrée. Et vous, bien au chaud dans votre plaid, vous vous demandez peut-être pourquoi s'embêter à fabriquer un masque aussi complexe juste pour une langue trop vive? Eh bien, il ne faut pas oublier que dans ces villages, l'ordre social reposait sur très peu de choses. Le regard des autres, les racontars, le rôle de chacun. Une femme qui contestait, même gentiment, pouvait déstabiliser l'équilibre fragile d'un monde où tout était à sa place. Le forgeron forgeait, le meunier menait, et la femme, elle devait se taire, ou parler dans l'espace confiné de sa cuisine. Une anecdote délicieusement absurde provient d'un village des Highlands où une femme aurait été punie pour avoir chanté trop fort en faisant son beurre. Oui, chanter. Trop fort. Elle aurait répété 3 couplets sur la beauté du colporteur et voilà qu'un voisin l'a accusée de éveiller les sens de manière inconvenante. Résultat, une bride pour elle et du beurre pour personne ce jour-là. Mais attendez, il y a mieux. Certaines versions de la bride contenaient des gravures moralisatrices, comme « Laissez les hommes parler » ou « Le silence est vertu ». Et là, on atteint un autre niveau. Punir une femme tout en lui rappelant qu'elle doit être reconnaissante pour la leçon. C'est un peu comme vous gronder pour avoir mangé un biscuit, puis vous offrir un autre biscuit, pour mieux vous le reprendre. Il faut aussi dire que les bourreaux n'étaient pas toujours des brutes sans cervelle. Certains prenaient un malin plaisir à personnaliser les brides selon la réputation de la femme. Une commère particulièrement active, hop, une bride avec 2 langues en métal pour souligner l'exagération. Une faiseuse de verre, une bride décorée de plumes d'oie. On ne savait pas encore imprimer des mèmes, mais l'intention y était. Et n'allez pas croire que cela se passait uniquement dans les petits villages reculés. Même dans certaines villes, ces outils étaient conservés dans des mairies ou des prisons locales,
prêtes à l'emploi. On possède encore des archives municipales avec des inventaires très sérieux, listant une bride, un fouet, 3 chaînes et un masque à longues dents. À croire qu'ils organisaient des bals masqués très spéciaux. Ce qui nous amène à une autre interrogation des chercheurs. Pourquoi ce lien si fort entre contrôle de la parole et punition publique? Pourquoi ne pas simplement infliger une amende? Pourquoi ce besoin d'extérioriser la sanction? Peut-être parce que, pour les sociétés médiévales, la parole féminine n'était pas juste un bruit agaçant, c'était une menace. Une femme qui parle est une femme qui pense, et une femme qui pense peut dire non. Et pourtant, dans ce déluge d'interdictions et de fers, certaines voix ont résisté. Des chansons populaires parlent de femmes qui, même punies, marmonnaient sous la bride. Des témoins affirment avoir vu des femmes sourire derrière le masque. Pas le sourire de la soumission, le sourire de celles qui savent qu'elles feront rire de tout cela un jour, ou du moins qu'on en parlera. La preuve, on est là, vous et moi, des siècles plus tard, à murmurer cette histoire. Alors que le vent écossais souffle dans les bruyères, imaginez que vous portez ce masque. Et maintenant, imaginez que vous l'enlevez, doucement, qu'il tombe dans l'herbe humide, rouillé mais vaincu. La nuit peut continuer, et vous pouvez enfin ne rien dire du tout. Vous pensiez qu'après la bride de sorcière, le Moyen-Âge allait se calmer un peu sur les inventions sonores? Eh bien non. Voici venir une catégorie encore plus délicate à supporter si vous avez l'oreille sensible. Les punitions bruyantes. Parce que faire taire les femmes ne suffisait pas. Il fallait qu'elles fassent du bruit, mais uniquement le mauvais type de bruit. Un peu comme si on vous forçait à porter un klaxon en guise de punition pour avoir sifflé. Bienvenue dans l'univers des clochettes, chaînes et claquements. Imaginez une scène de marché dans un petit bourg d'Angleterre. Des cajots de navets, des marchands qui hurlent leur prix, et soudain, le son cristallin mais insistant d'une petite clochette. Vous tournez la tête. Non, ce n'est pas un mendiant. C'est une femme. Elle porte une sorte de collier en métal relié à une petite chaîne, et au sommet de cette élégante installation, une clochette. À chaque pas, à chaque mouvement, elle teinte. Pas de manière mignonne, de manière humiliante, comme pour dire « Attention, mauvaise langue en approche ». Les historiens ne s'accordent pas sur l'origine exacte de cette tradition, mais il semble qu'elle ait émergé dans certaines régions d'Europe dès le XIVe siècle. Elle était surtout réservée aux femmes accusées de médisance chronique, de fausses accusations ou de discorde conjugale, ce qui, en langage médiéval, pouvait signifier n'importe quoi, d'un simple désaccord avec son mari à un commentaire sarcastique sur sa tunique du dimanche. Le principe est simple, mais redoutablement efficace. On vous oblige à marcher dans la ville, attaché à un bâton ou guidé par un officier, la clochette tintant à chaque pas. Plus vous essayez d'être discrète, plus elle sonne. Vous devenez votre propre système d'alarme. C'est Kafka avec un soupçon de musical. Parfois, on accrochait plusieurs clochettes. Aux poignets, aux chevilles, même au bâton que vous deviez porter sur l'épaule. Un peu comme si on vous transformait en carillon vivant. Et ne croyez pas que c'était juste une petite promenade de santé. On pouvait vous faire marcher pendant des heures, parfois pieds nus, sur des chemins pavés ou des ruelles boueuses. Et le public était toujours ravi d'assister au spectacle. Un peu comme le théâtre de rue, mais involontaire. Il existe même des documents décrivant des chaînes bavardes, sortes de laisses métalliques bruyantes que l'on attachait aux femmes, non pas pour les empêcher de parler, mais pour signaler au monde qu'elles parlaient trop. Oui, vous avez bien compris. C'est un peu comme si votre téléphone affichait une lumière rouge clignotante à chaque fois que vous envoyez un message sarcastique à 3 heures du matin. Un cas documenté dans un petit village flamand évoque une femme nommée Catherine qui aurait été forcée de porter une clochette attachée à un bonnet pendant 2 semaines entières. Non seulement elle devait la porter à la maison, mais aussi pendant ses courses et à l'église. Elle aurait fini par rembourrer le mécanisme avec de la laine pour atténuer le bruit.
ce qui nous amène à la leçon implicite. Même punie, une femme trouve toujours une façon d'adapter, d'improviser, de désobéir. Ce système de punition sonore a fait l'objet de débats entre historiens. Était-ce vraiment dissuasif ou seulement théâtral? Certains estiment que les autorités locales utilisaient ces méthodes pour canaliser la colère populaire. Plutôt que de laisser les voisins régler leurs comptes à coups de bêche, mieux valait organiser un petit show de clochettes pour apaiser tout le monde. Une sorte de théâtre communautaire à cliquetis intégré. Et parfois, le bruit n'était pas seulement extérieur. Il y avait aussi les dispositifs internes, comme certaines versions du bâillon, qui incluaient une lame de métal vibrant contre les dents à chaque tentative de parler. Vous voyez l'idée? Même le silence faisait du bruit. Les chroniqueurs du 15e siècle, dans un zèle pédagogique assez douteux, vantaient l'efficacité de ces méthodes pour corriger les comportements féminins impétueux. Difficile de savoir s'ils y croyaient vraiment ou s'ils cherchaient à plaire à leurs mécènes misogynes. Les historiens, eux, se disputent encore pour savoir si ces descriptions reflètent des pratiques réelles ou relèvent d'une forme d'exagération punitive destinée à faire peur. Quoi qu'il en soit, ces outils laissent une trace durable dans la mémoire culturelle. Ils évoquent un monde où la parole féminine était une anomalie à corriger, un bruit parasite à moduler, et ils révèlent une obsession presque artistique pour le contrôle du volume, mais pas dans le sens que vous espériez. Détail croustillant, certains de ces dispositifs ont fini, comme les brides, dans des musées. On les expose dans des vitrines avec de petites pancartes disant « Instruments de discipline du 15e siècle ». Origine, inconnue. Ce qui est ironique, car ces outils existaient précisément pour désigner, dénoncer, rendre visible. Et maintenant, ils sont anonymes, muets, privés de leur fonction, mais toujours glaçants. Vous êtes toujours là? Peut-être que vous entendez une clochette imaginaire au fond de votre esprit. Ou alors c'est juste votre chat. Quoi qu'il en soit, vous pouvez vous détendre. Ici, il n'y a pas de chaîne ni de collier sonore. Juste le doux bruit de votre respiration et quelques chuchotements de l'histoire. Vous avancez dans la brume du souvenir et voilà qu'un nouveau décor se dessine. Une église. Pas une cathédrale majestueuse, non. Plutôt une petite chapelle en pierre, froide, avec ses bancs en bois dur et son odeur persistante de cire et d'humidité. Et au fond, dans un coin discret mais visible, se trouve un siège du repentir. Un banc, mais pas n'importe lequel. On l'appelle parfois le cooking stool ou encore the repentance bench, selon les régions et les époques. Peu importe le nom, l'objectif reste le même, vous forcer à vous asseoir et à vous taire. Imaginez, vous êtes convoqué au service dominical. Pas pour prier, non. Pour vous asseoir, bien droite, sur ce banc placé exprès face à l'assemblée. Vos péchés? Avoir parlé avec trop de verve, ou contester l'avis du diacre, ou tout simplement avoir commenté un sermon avec une touche d'ironie. Le genre de choses que vous faites tous les jours sur Internet, sauf que là, on vous punit. Ce banc est souvent plus petit que les autres, sans dossier et parfois même plus bas pour accentuer la position inconfortable. Certaines versions comprennent une inscription gravée au-dessus de votre tête. Pour les langues sans frein, ou encore que la vergogne te taille la langue. Charmant. Mais ce n'est pas tout. Ce siège n'est pas toujours silencieux. Des clochettes y sont parfois suspendues, ou une crécelle est placée à proximité, actionnée à chaque fois que vous essayez de lever la tête. Une gardienne du silence, version musicale. Les historiens ne s'accordent pas sur la fréquence de cette punition. Était-ce une pratique généralisée ou confinée à certaines paroisses zélées? Les registres paroissiaux du sud de l'Angleterre mentionnent plusieurs cas, mais il est difficile de savoir combien d'entre eux ont réellement été appliqués. Ce qui est certain, c'est que l'humiliation était publique, lente et surtout légitimée par Dieu. Et ça, c'est un sacré bonus de contrôle social.
Un cas célèbre est celui de Goody Ann, une veuve de Sussex, qui, en 1578, fut forcée de s'asseoir sur le siège pendant 6 dimanches consécutifs. Son crime? Avoir prétendu que le nouveau pasteur transpirait comme un cochon en chair. L'insulte n'est pas terrible. La punition, elle, l'était. Pendant 1 mois et demi, Anne fut exposée à la curiosité des paroissiens. Même les enfants la pointèrent du doigt. Et vous pensez que les tweets méchants sont durs à avaler. Il faut aussi se souvenir que ces punitions fonctionnaient en réseau. Si vous étiez déjà passé par une bride ou une clochette, le banc était une étape suivante. Une sorte d'échelle punitive. Plus vous résistiez, plus vous montiez vers des sièges de plus en plus visibles et de moins en moins confortables. Et parfois, ces bancs étaient réservés aux couples. Si un conflit conjugal éclatait en public, l'homme pouvait être convoqué. Mais devinez qui y restait le plus longtemps? Petit indice, ce n'était pas celui qui portait les chausses. Un élément intéressant, c'est que certains bancs ont été conservés jusqu'au 19e siècle. Oui, vous avez bien lu. Même avec l'arrivée de l'électricité, on avait toujours des bancs pour punir les femmes bavardes. Un peu comme garder un fouet dans une maison moderne, pour la déco ou pour les jours de pluie. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces bancs ont influencé d'autres formes de punition éducative, comme les chaises de réflexion dans certaines écoles modernes. Hasard ou héritage inconscient. Toujours est-il que forcer quelqu'un à rester assis en silence, sous le regard des autres, reste une méthode étrangement persistante. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le Moyen Âge chrétien, la parole féminine était soupçonnée d'avoir un pouvoir corrompant. Le Verbe était divin. Donc, toute parole déplacée devenait presque une hérésie. En d'autres termes, si vous parliez trop, vous étiez un danger, pour l'âme des autres. Rien que ça. Et comme souvent dans ces histoires, les femmes finissaient par adapter les règles. Certaines d'entre elles, dit-on, se faisaient passer de petits messages brodés, glissés dans leurs manches, pour contourner le silence imposé. Une sorte de messagerie secrète cousue main. D'autres choisissaient des hymnes très longs pour noyer leurs propres murmures dans la foule. Oui, même là, le chuchotement devenait une forme de résistance. Alors, imaginez que vous êtes assis sur ce banc, les jambes engourdies, le bois vous creusant l'arrière-train. Les regards vous traversent. Vous tentez un sourire ironique, mais il s'efface vite. L'orgue joue doucement, mais vous entendez surtout votre cœur. Et pourtant, une partie de vous pense déjà à ce que vous allez dire, quand vous serez enfin debout. Parce que oui, même dans le silence imposé, la voix intérieure, elle, continue de parler. Là, le décor se fait plus feutré. Oubliez les clochettes et les bancs grinçants pour un instant. Vous marchez maintenant dans un long couloir de pierre avec des tapis élimés au sol, des vitraux teintés qui filtrent une lumière pâle, presque bleue. Vous venez d'entrer dans un monastère, ou plus exactement, un couvent. Et ici, le silence n'est pas une punition. C'est un vœu, un engagement, une vocation. Mais comme vous allez vite le découvrir, le silence monastique n'était pas appliqué de la même façon selon le genre. Bienvenue dans le paradoxe des femmes de foi au Moyen Âge. Les monastères, en tant qu'institution religieuse, valorisaient le silence comme voie vers la sainteté. Ne pas parler, c'était se rapprocher de Dieu. Fermer la bouche, c'était ouvrir l'âme. Beau programme. Sauf que dans les faits, la discipline du silence variait beaucoup. Et souvent, devinez qui devait se taire le plus strictement? Oui, encore une fois, les femmes. Dans de nombreux couvents, les religieuses ne pouvaient s'exprimer qu'à des heures bien précises. Même la confession pouvait se faire à travers une grille, sans voix, juste des signes, des gestes. Certains ordres interdisaient toute conversation orale en dehors de la prière liturgique. En revanche, chez les moines, la parole fraternelle, dans certaines limites, était parfois tolérée. Curieux non? Les historiens se disputent encore
pour savoir si cette différence venait d'une vraie règle canonique ou d'une interprétation zélée de l'obéissance féminine. L'idée que les femmes étaient plus susceptibles de tomber dans la médisance ou d'être distraites par leur langue revenait souvent dans les traités ecclésiastiques. Certains moines pensaient sincèrement qu'une femme qui parlait beaucoup risquait de dissoudre son esprit dans le tumulte terrestre, poétique et complètement biaisé. Mais dans la vie quotidienne, ce silence absolu se heurtait à la logistique. Vous gérez un potager, vous soignez les malades, vous copiez des manuscrits. Parfois, il faut bien parler. Résultat, un système de communication gestuelle ultra sophistiqué s'est développé dans certains couvents. Les religieuses pouvaient indiquer « J'ai besoin d'un peigne, apporte plus de cire » ou « Cette soupe est catastrophique », uniquement avec les mains. Un cas célèbre, le couvent bénédictin de Barking, en Angleterre, tenait un registre des gestes autorisés. On y trouvait plus de 100 symboles différents, parfois très subtils. L'ancêtre discret des emojis, si vous voulez. Mais bien sûr, ce silence imposé avait un revers. Il était censé nourrir l'humilité, mais il servait aussi à limiter les échanges, les idées et surtout les critiques. Une religieuse qui voulait contester l'autorité de l'abbesse ou dénoncer une injustice devait le faire, sans mots. Imaginez essayer de rédiger une plainte formelle par clignement d'yeux. Une anecdote savoureuse raconte qu'à l'abbaye de Fontevraud, une sœur aurait appris à imiter le cri d'une chouette pour avertir ses consoeurs d'une inspection surprise. Et elle aurait même utilisé ce cri pour transmettre des messages codés la nuit, pendant les longues heures de prière silencieuse. Résistance monastique, niveau hibou. Et puis, il y a l'aspect sonore du silence. Vous croyez que ne pas parler, c'est ne rien entendre. Faux. Les couvents étaient pleins de petits bruits, les grincements de portes, les pas nus sur la pierre, le froissement des robes, les tout étouffés. Le silence, en fait, était une toile de fond. Et dans ce silence imposé, les nonnes vivaient avec l'intensité d'un monde où chaque son, un soupir, une chute d'objet, devenait une déclaration. Les lettres écrites par certaines d'entre elles révèlent à quel point ce mutisme pouvait devenir pesant. On y lit des tournures pleines de frustration voilée. Mon esprit aurait tant à dire, si la règle me le permettait. D'autres s'en servaient comme d'un outil de méditation. Le silence devenait leur arme, leur liberté paradoxale. Quand on vous interdit de parler, vous apprenez à écouter, mais aussi à penser différemment. Les historiens contemporains tentent encore de démêler la part de spiritualité authentique et celle de simple stratégie d'obéissance dans tout cela. Était-ce une élévation ou juste une cage sonore dorée? Ce qu'on oublie souvent, c'est que beaucoup de ces femmes écrivaient. En silence, certes, mais avec force. Certaines d'entre elles sont à l'origine de traités mystiques, de chroniques locales, de recettes de médecine traditionnelle. Le silence leur interdisait la parole, mais pas la plume. Et si vous êtes encore éveillé à ce moment du récit, ce dont je doute un peu, car, avouons-le, cette ambiance de cloître a quelque chose de soporifique. Imaginez simplement que vous êtes là, assis dans la pénombre d'un réfectoire monastique. Personne ne parle, mais vous entendez le frottement d'une plume sur le parchemin, comme un chuchotement obstiné. Une voix qui, malgré tout, continue de se faufiler hors du silence. Vous pouvez respirer lentement. Maintenant, ici, personne ne vous fera signe de vous taire. Le silence n'est pas toujours fait de fer ou de pierre. Parfois, il s'enfile, il se lasse, il se brode dans la doublure d'un vêtement. Et vous voilà, devant une coiffeuse du 15e siècle, au cœur d'une ville commerçante d'Italie ou de France. On vous habille. Vous êtes une femme de la bourgeoisie ou de la petite noblesse, et votre tenue n'est pas juste un reflet de votre statut. C'est aussi un outil de contrôle social. Bienvenue dans le monde silencieux du corset, des voiles et des coutures de la décence. La mode médiévale n'était pas qu'affaire de beauté ou de tendance.
Elle dictait aussi la posture, le souffle et, parfois même, la possibilité de parler. Vous avez peut-être déjà entendu parler des corsets victoriens, mais dès le Moyen Âge, on avait compris qu'un vêtement pouvait servir à plus qu'à couvrir. Il pouvait façonner, rétrécir, canaliser. Prenons le corsage à baleine, ancêtre du corset rigide. Ce n'est pas encore une armature complète, mais c'est déjà une structure contraignante. Vous l'enfilez, on vous serre. Vos côtes se referment, votre respiration devient haute, superficielle. Parler fort devient difficile. Et rire franchement, presque impossible, pas par pudeur, par manque d'air. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces effets étaient intentionnels ou simplement esthétiques. Mais dans bien des traités de savoir-vivre, on trouve des recommandations très claires. Une femme bien née doit parler doucement, respirer avec grâce et surtout éviter les éclats. En d'autres termes, respirer discrètement. Idéalement, ne pas occuper trop d'espace sonore. Et puis, il y avait les voiles, les chapes, les coiffes. Le tissu tombait souvent sur les oreilles, voire les joues. Certains modèles enveloppèrent la bouche de manière partielle. Vous voulez chuchoter à votre voisine dans une cérémonie. Eh bien, bonne chance. Vos lèvres sont dissimulées, votre voix étouffée. On dirait presque que la mode médiévale inventait le masque avant l'heure. Un détail vestimentaire fascinant nous vient de la cour de Bourgogne, où certaines dames portaient un voile surnommé « la discrète », une pièce de tissu fluide qui couvrait à la fois les cheveux et une partie du menton. Elle était censée symboliser la modestie, mais dans les faits, elle rendait la communication orale délicate, surtout dans un environnement bruyant. L'élégance ou le silence. Une anecdote plutôt savoureuse concerne une couturière de Dijon qui aurait été convoquée par un évêque pour avoir fabriqué des voiles trop transparents. Sa défense? Une femme doit pouvoir respirer et parler à ses enfants. La réplique a fait rire l'Assemblée, mais elle a tout de même écopé d'une amende. Comme quoi, même les tissus trop fins étaient perçus comme des outils de désordre. Autre vêtement parlant, les gants. Dans certaines cours, une femme qui parlait sans avoir retiré ses gants pouvait être jugée impolie, voire provocante. Les gants devenaient donc une sorte d'interrupteur social. Gants enlevés. Je m'exprime. Gants portés égale silence requis. On vous imagine en train de les enlever lentement pour dire quelque chose d'important, un peu comme dans un duel verbal de film dramatique. Sauf qu'ici, c'est pour demander plus de lait dans votre porridge. Il faut aussi parler des chaussures. Oui, des chaussures. Dans certaines régions germaniques, les semelles en bois très épaisses faisaient un bruit de claquement à chaque pas. Les femmes étaient alors invitées à marcher plus lentement et donc à rester plus discrètes. Vous commencez à voir le tableau? La garde-robe entière conspirait à réduire votre empreinte sonore. Mais parfois, le vêtement devenait aussi un message codé. Des broderies placées stratégiquement disaient ce que la bouche ne pouvait pas. Une ceinture ornée de phrases en latin, une manche brodée de motifs païens. Tout un langage muet passait par les fils et les aiguilles, parfois plus éloquent que 1000 discours. Les chercheurs modernes s'interrogent encore. Dans quelle mesure les femmes utilisaient-elles la mode comme une ruse, un jeu de masques? Certaines, c'est sûr, ont profité de cette contrainte pour inventer une autre forme d'expression. D'autres, coincés dans leur corset, n'ont eu d'autre choix que de s'adapter ou d'étouffer. Et vous, là, bien à l'aise dans votre pyjama extensible ou votre vieux t-shirt préféré, imaginez un instant ce que cela fait d'être enfermé dans des couches de lin, de laine et de dentelle, tout en essayant de demander qu'on passe le sel. Vous ouvrez la bouche, mais votre respiration est déjà courte. Votre voix assourdie. Et vous savez que, de toute façon, ce n'est pas à vous de parler à table. Alors, vous vous redressez, serrez le corset imaginaire autour de vos côtes et laissez retomber le voile sur votre visage. Et dans ce silence textile, vous entendez la mode elle-même vous murmurer « Chut, sois jolie, sois muette ». Heureusement, ici,
dans le noir tranquille de votre chambre, aucun tissu ne vous empêche de soupirer profondément ou de bâiller à plein poumon. Allez-y, personne ne va vous corriger. Vous vous promenez maintenant dans un jardin. Il sent l'angélique, le romarin, le souci et l'absinthe. Vous entendez le clapotis d'un petit canal d'irrigation et, là-bas, une silhouette penchée sur un lit de camomille. C'est une femme, une guérisseuse. Elle vous salue d'un regard, vous indique une chaise bancale et retourne à ses préparations. Elle n'a pas besoin de parler. Elle sait que les mots, pour elle, sont dangereux. Bienvenue dans le monde interdit des femmes médecins du Moyen Âge, où savoir signifiait souvent silence, ou pire. Contrairement à ce qu'on croit parfois, les femmes médiévales avaient un savoir médical réel, hérité de traditions antiques, transmis de mère en fille, affiné dans les jardins et les cuisines. Elles connaissaient les plantes, les cycles du corps, les manières d'apaiser la douleur, de faire accoucher, de guérir des fièvres étranges. Mais voilà, plus leur science était précise, plus leur droit à la parole se réduisait. Les historiens se disputent encore pour savoir si cette censure était purement religieuse ou motivée par un besoin de contrôle masculin sur les savoirs dits officiels. Car dès que la médecine s'institutionnalise, université, collège, diplôme, les femmes sont exclues. Pas de formation, pas de reconnaissance, pas de voix. Et pourtant, elles soignent, et elles parlent, ou plutôt, elles chuchotent. Car dans de nombreux cas, le simple fait de dire un remède pouvait devenir une preuve d'accusation. Vous avez conseillé une tisane pour calmer les douleurs du ventre, accusé de sorcellerie. Vous avez fabriqué une crème à base de graisse de chèvre et de millepertuis, soupçonné d'invocation démoniaque. Une anecdote révélatrice concerne une certaine Iltrude de Cologne, arrêtée en 1311 pour avoir conseillé à une femme enceinte de ne pas manger de poisson séché. Le conseil, jugé contraire aux règles alimentaires de l'Église, fut interprété comme une hérésie déguisée. À son procès, Iltrude tenta de s'expliquer, mais fut empêchée de parler. Littéralement. Un bâillon de lin lui fut attaché pendant la procédure. Imaginez, être accusée à cause de vos mots, puis interdite d'en prononcer pour vous défendre. Autre outil de censure, la rumeur. Quand une femme soignait trop bien, trop souvent, elle devenait suspecte. On commençait à l'appeler fée, ensorceleuse, langue de feu, des surnoms poétiques, jusqu'à ce qu'ils deviennent des étiquettes judiciaires. Et souvent, les premières victimes des procès de sorcellerie furent des guérisseuses, des femmes âgées, expérimentées, avec trop de savoir dans les mains et trop de mots dans la bouche. Mais toutes ne se sont pas laissées faire. Certaines ont laissé des carnets codés, écrits en dialectes locaux, pleins de symboles et de métaphores. On y lit « Donne à la lune ce qui appartient au sang » ou encore « Murmure au romarin avant de le faire bouillir ». Un langage secret, doux, poétique, qui protégeait les recettes et les femmes. Il y a aussi ces recettes transmises par voie orale, répétées dans les cuisines, les chants, les bains publics. Des chants presque chantés, des suites de gestes qui valaient bien plus que des mots. On ne les écrivait pas, pour qu'on ne puisse pas les utiliser comme preuve. L'intelligence muette. Le savoir sans archives. Ce silence imposé allait parfois très loin. Dans certains bourgs, on interdisait aux femmes de parler aux malades hommes. Même une phrase de réconfort pouvait être jugée déplacée. Alors, elles utilisaient des gestes. Une main sur l'épaule, une tisane posée doucement, un regard appuyé, et parfois cela suffisait. Mais le prix, c'était leur voix. Les historiens modernes tentent de redonner un nom à ces femmes. On recense les mentions floues dans les registres, femmes d'herbe, vieilles de la colline, accoucheuses non déclarées, des fantômes administratifs. Pourtant, derrière ces lignes, il y avait des visages, des mains, des cœurs et des langues qu'on a forcées au silence. Une chronique oubliée du sud de la France raconte que, lors d'une épidémie de dysenterie,
Une femme aurait sauvé tout un village avec une décoction d'écorce de chêne. Elle fut louée en secret, mais jamais remerciée en public. Un homme reçut les honneurs à sa place. Elle, on lui demanda de ne plus répéter la recette. Trop efficace, trop suspect. Et vous, maintenant, imaginez que vous tenez un bol tiède, rempli de ce remède ancestral. Vous sentez l'odeur de la cannelle, de la menthe, de quelque chose d'amer. Vous êtes prêt à le boire. Mais celle qui l'a préparé ne dit rien. Elle vous regarde. Elle vous fait confiance. Et dans ce silence, vous comprenez que son soin est plus profond que les mots. Ici, dans ce jardin nocturne que vous construisez avec vos pensées assoupies, les plantes chuchotent, les feuilles frémissent. Et peut-être que les guérisseuses d'antan continuent d'y parler, très doucement, seulement pour ceux qui écoutent vraiment. Vous êtes de retour dans une nef résonnante, là où les voix se font graves, où les sermons tombent en cascade comme des seaux d'eau froide. L'encens flotte dans l'air, mêlé à la poussière des siècles. Devant vous, un prêtre, monté en chair, les bras levés et la voix ferme, tonne contre un ennemi très particulier, la langue féminine. Et ce n'est pas une métaphore. Pour de nombreux hommes d'églises médiévaux, la parole des femmes était un problème théologique. Les sermons étaient l'un des moyens de communication les plus puissants au Moyen Âge. Ils n'étaient pas juste religieux, ils étaient politiques, sociaux, moraux. Et souvent, au centre de ces discours enflammés, on trouvait un refrain persistant. La femme parle trop, ou trop vite, ou trop mal. Bref, elle parle. Et ça suffit pour inquiéter les autorités. Les prédicateurs aimaient comparer la langue féminine à des serpents, des cloches cassées, des ruisseaux empoisonnés. C'est imagé, certes, mais pas très flatteur. Certains sermons très répandus, comme ceux du dominicain Jacques de Vitry, faisaient de la femme bavarde un archétype du désordre moral. On y lisait des choses comme « Une femme qui parle trop est comme une cloche fêlée. Elle sonne faux et trouble les prières. » Les historiens se disputent encore pour savoir dans quelle mesure ces sermons reflétaient la vie quotidienne, ou s'ils constituaient surtout un discours idéologique pour maintenir l'ordre social. Car ces propos ne restaient pas dans les églises. Ils infusaient les esprits, les coutumes, les lois locales. Et souvent, c'est après avoir écouté un sermon bien corrosif qu'un village décidait d'appliquer une punition publique à une femme trop loquace. Imaginez-vous, assise dans un banc, écoutant un homme en robe ample expliquer que votre parole est une forme de tentation, de chaos, voire de malédiction. Qu'à travers votre voix, Ève continue d'offrir la pomme. Difficile de ne pas tousser un peu trop fort, juste pour le contredire. Une anecdote vieille d'un petit village lorrain raconte qu'un curé, en pleine homélie, avait fait distribuer des cierges aux femmes qui avaient péché par parole. Elles devaient les tenir sans bouger pendant toute la messe, et surtout ne pas souffler un mot. L'une d'elles, apparemment, aurait éternué, ce qui provoqua une vague de rires étouffés. Le prêtre, furieux, déclara que même les microbes n'étaient pas à l'abri du vice, et il n'y avait pas que les femmes du peuple. Même les reines n'étaient pas épargnées. Des chroniqueurs raillaient certaines souveraines pour avoir conseillé leur mari ou pris la parole en public. Aliénor d'Aquitaine, pourtant respectée, fut régulièrement critiquée pour s'exprimer comme un chevalier. Sous-entendu, trop franchement, trop souvent, trop fort. Mais attention, toutes les femmes ne restèrent pas silencieuses. Certaines ripostaient, pas frontalement, bien sûr, ce n'était pas prudent, mais dans les marges. Certaines dames de cour composaient des chansons, des poèmes allégoriques, où elles dénonçaient, à peine voilées, ce culte du silence. Une trouvère picarde écrivit un jour « Si je tais mon chant, qui portera le vent ?» Une phrase simple, mais explosive. Un autre domaine où les choses devenaient intéressantes, les représentations théâtrales de l'époque. Dans certains mystères ou farces, la figure de la femme bavarde était caricaturée, mais paradoxalement, on riait avec elle.
Elle devenait le cœur du spectacle. Le public riait de ses réparties, de ses sarcasmes. Alors, ces sermons, un contre-feu désespéré face à la popularité grandissante de ces voix féminines sur scène. Les chercheurs modernes observent que plus les discours masculins tentaient de faire taire, plus les voix féminines trouvaient de nouvelles formes d'expression. Les mots interdits devenaient chansons, les critiques devenaient broderies, les histoires se glissaient dans les contes pour enfants, dans les berceuses, dans les recettes murmurées. Et vous, allongé là, peut-être déjà mi-endormi, imaginez simplement cette scène. Une jeune fille dans un village, après le sermon. Elle sort de l'église, la bouche fermée, mais les yeux brillants. Elle attrape le bras de sa cousine, se penche vers elle et lui souffle une blague sur le prêtre. 3 mots, juste assez pour provoquer un fou rire discret. Le silence n'a pas gagné. Pas tout à fait. Alors ce soir, alors que vos pensées s'étiolent comme de la fumée dans une nef ancienne, souvenez-vous, ce n'est pas parce qu'on ne vous entend pas que vous n'avez rien à dire. Le silence n'a pas toujours régné. Il fut un temps où les femmes chantaient à pleine voix. Pas dans les rues, pas toujours, mais dans les églises, dans les fêtes, dans les chants, dans les berceuses aux enfants. Et pourtant, doucement, méthodiquement, leurs voix ont été exclues des chœurs. Pas toutes, pas brutalement, mais avec une constance qui laisse songeur. Vous vous tenez maintenant dans une abbaye majestueuse. La réverbération est si nette que le moindre froissement d'aube semble résonner jusqu'aux voûtes. Le cœur s'élève, mais il manque quelque chose. Une octave, une vibration, une voix féminine. Car voici venue l'époque où l'on bannit les voix de femmes des chorales liturgiques. Ce n'est pas que les femmes ne savaient pas chanter. Au contraire, elles étaient nombreuses à maîtriser le plein chant, le grégorien, les mélodies locales. Mais à partir du XIIe siècle, l'Église commença à établir des distinctions strictes entre les voix autorisées à servir le sacré et celles qui devaient rester derrière le mur. Les historiens se disputent encore pour savoir si cela relevait d'un impératif théologique, basé sur des interprétations des épîtres de Paul, ou simplement d'une volonté de renforcer l'autorité masculine dans les espaces sonores. Ce qui est sûr, c'est qu'un peu partout en Europe, les chœurs des cathédrales devinrent exclusivement masculins. Et dans les couvents? Ah, là, c'est différent. Les nonnes avaient encore le droit de chanter, mais pas devant tout le monde. Souvent, elles le faisaient derrière des grilles, des jubés, des claustras. Le son passait, pas le regard. Une voix sans visage. C'est poétique, oui, mais aussi une forme d'invisibilisation. Imaginez, vous êtes une jeune religieuse, vous avez appris des chants pendant des mois, votre voix est pure, vibrante, et vous ne pouvez pas être entendu que par des oreilles féminines. Si un homme est présent, silence. Ou alors, c'est votre consoeur plus âgée, au timbre plus discret, qui prend votre place. Une anecdote charmante, mais révélatrice, nous vient d'un monastère du nord de l'Italie. Une sœur, que les archives nomment sœur Antonia, aurait eu une voix si céleste qu'on l'entendait jusqu'à la rue. Les passants s'arrêtaient, émus. Résultat, l'abbesse fut sommée par l'évêque local de corriger l'intensité des pratiques vocales. Traduction. Dites-lui de baisser le volume ou de chanter plus loin. Mais malgré les restrictions, les femmes ont continué à chanter. Certaines composaient même. Hildegarde de Bingen, par exemple, a écrit des dizaines d'hymnes, tous interprétés par des voix féminines, mais dans l'intimité de l'enceinte monastique, et toujours en gardant le silence face au monde extérieur. Certains musicologues avancent que cette période a influencé durablement la perception de la voix féminine comme quelque chose de profane, voire de perturbant. La femme qui chante devenait une tentation, ou un mystère, et donc à maîtriser. C'est encore plus flagrant dans les contextes laïques. Dans de nombreuses villes, les femmes n'étaient pas autorisées à chanter dans les tavernes, sous peine d'être confondues avec des prostituées. Pas parce qu'elles étaient mauvaises chanteuses, mais parce que leur voix en public était assimilée à une offre.
Chanter, chitaz, exposer, exposer, theazesh, péché. Une autre anecdote amusante et un peu triste provient de Bruges. Une femme avait l'habitude de chanter des berceuses sur son pas de porte. Les enfants du quartier venaient se l'écouter. Mais un jour, un officier passa, entendit un fragment de chanson populaire dans sa bouche et l'accusa d'atteinte à la décence. Elle fut brièvement emprisonnée. Les enfants ne comprirent pas, et elle, paraît-il, ne chanta plus jamais. Les chercheurs contemporains observent que cette perte vocale ne fut jamais totale. Les chansons populaires, les rondes, les berceuses, tous ces genres ont survécu dans la sphère domestique. Mais ce sont des espaces fermés. Là encore, la voix féminine restait en retrait. Difficile à effacer totalement, mais toujours contenue. Et aujourd'hui encore, dans certaines liturgies très anciennes, la question revient: les femmes peuvent-elles chanter dans le chœur? La réponse varie, mais l'histoire, elle, reste la même. Une longue tentative de faire taire ce qui était pourtant le plus doux des sons. Vous, maintenant, écoutez. Peut-être entendez-vous, au loin, un chant perdu. Pas une mélodie précise, juste un timbre, une intention, quelque chose de simple, de beau et de têtu. Et dans ce bruissement invisible, vous comprenez que certaines voix ne disparaissent jamais vraiment. Elles changent de forme. Elles se glissent dans les souvenirs. Elles deviennent des murmures, tout près de votre oreille. La scène suivante est presque théâtrale. Il y a une foule, une estrade, des notables en robes trop longues et des murmures qui filent comme des courants d'air sous les bancs. Et au centre, une femme. Elle ne porte pas de bride de fer, pas de clochette, pas même un voile. Elle est debout. Elle parle. Elle parle trop. Du moins, c'est ce qu'ils disent. Vous assistez au procès de Margerie. Pas une Margerie unique, mais une figure récurrente dans les archives judiciaires du Moyen Âge. La femme trop bavarde. Celle qu'on traduit devant la justice, pour avoir dit des choses. Pas pour avoir volé, blessé ou trahi, juste pour avoir commenté. Les procès pour bavardage excessif, appelés parfois case of scolding, étaient relativement courants en Angleterre, dans les Pays-Bas et dans certaines zones de la France médiévale tardive. Et même si cela semble absurde, ces accusations étaient de prise très au sérieux. Le bavardage féminin était vu comme une source potentielle de troubles publics, de discorde domestique et même, tenez-vous bien, de décadence morale. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces procès étaient réellement fréquents ou s'ils étaient surtout instrumentalisés pour faire taire des femmes impopulaires. Une voisine envahissante, une épouse franche, une servante un peu moqueuse. Le procès pour parole déplacée devenait une arme commode. Prenons un exemple réel, consigné dans les archives municipales de Chester. En 1446, une certaine Marjorie Taylor fut accusée par ses voisins de crier à toute heure des propos impies, des récits de fourberie et des chansons non approuvées par l'Église. Traduction moderne. Elle chantait des chansons drôles et racontait des potins. Rien d'insultant, rien d'hérétique, juste, vivant. Et pourtant, le tribunal décréta qu'elle devait être punie publiquement. Sa sentence: porter un tablier sur lequel était brodé « J'ai dit trop de vérité », défiler dans la ville avec une croix en bois ridicule et, cerise sur le gâteau, réciter un poème qu'elle n'avait pas écrit, censé exprimer son regret. Une farce juridique, en somme, mais ce genre de théâtre judiciaire ne s'arrêtait pas là. Dans certaines régions, la femme accusée devait simuler son propre domptage en public. On plaçait un joug sur ses épaules, parfois même une muselière de théâtre, pendant qu'un crieur lisait ses crimes à haute voix. L'humiliation était la sentence. Une anecdote particulièrement burlesque vient de Harlem, où un mari jaloux aurait lui-même demandé au magistrat local de faire taire sa femme par un procès. Le tribunal accepta, mais à la condition que le mari participe à la mise en scène. Il dut alors jouer le rôle d'un chien aboyant pendant que sa femme,
jouant le rôle de la maîtresse du logis, devait lui lancer des os en silence. Résultat, la foule rit, le mari fut moqué, et la femme, ironiquement, n'eut pas à dire un mot. Car c'est là le paradoxe. Dans ces procès, visant à faire taire les femmes, on les forçait à se produire, à s'exposer. On les accusait de parler, puis on leur faisait jouer des rôles muets, absurdes, souvent humiliants. Et elles le faisaient, parfois en silence, parfois avec un regard qui en disait long. On trouve dans certaines chroniques locales des phrases comme « Elle fit la farce avec une grâce inquiétante » ou « Son mutisme fut plus puissant que tout ce qu'elle aurait pu dire ». Et on devine alors que, dans ces mises en scène punitives, certaines femmes reprenaient la main. Par leur posture, leur ironie contenue, elles dénonçaient l'absurde. Les chercheurs féministes modernes lisent dans ces procès une tension fascinante. La tentative désespérée d'une société patriarcale de contrôler un espace qui lui échappait, la parole quotidienne. Car, à force de vouloir régenter ce qu'on peut dire, à qui, quand et avec quel ton, on finit par révéler sa propre insécurité. Et vous, là, imaginez que vous êtes sur cette estrade. On vous a mis un chapeau ridicule. On vous demande de réciter une rengaine stupide. Mais au lieu de cela, vous fixez le public, lentement. Vous le regardez avec la douceur d'un feu qui couve. Et vous ne dites rien, pas par peur, par choix. Parce que parfois, un silence maîtrisé fait plus de bruit qu'un cri. Alors ce soir, alors que vous êtes en procès avec le sommeil, souvenez-vous, les voix qu'on veut faire taire finissent toujours par faire rire, doucement, lentement, jusqu'à ce que tout le monde comprenne que le véritable théâtre, c'est celui de l'absurde pouvoir. Et vous, spectateur assoupi, vous avez parfaitement joué votre rôle. Le rideau peut tomber, ou du moins, s'entr'ouvrir sur une scène suivante. Il ne vous reste qu'un pas à faire pour entrer dans la salle d'audience. Pas une audience théâtrale comme la dernière fois. Non. Ici, c'est feutré, formel, poussiéreux. Il y a des registres, des bancs alignés, des hommes en robe et des silences pesants. Des silences qui ne viennent pas d'un bâillon, ni d'une bride, ni même d'un sermon. Ce sont des silences légaux. Car ce soir, vous assistez à un phénomène moins spectaculaire, mais tout aussi inquiétant. Le silence juridique des femmes, et particulièrement des veuves, au Moyen Âge. C'est une réalité historique méconnue. Dans de nombreuses juridictions médiévales, les femmes, même libres, même adultes, même propriétaires, n'avaient pas le droit de représenter leurs propres intérêts à voix haute. Si elles étaient appelées à témoigner, elles pouvaient être interrompues. Si elles voulaient revendiquer un bien, elles devaient souvent passer par un homme. Frère, fils, voisin, n'importe qui de masculin, sauf elles-mêmes. Et pourtant, certaines d'entre elles avaient tout perdu. Malice, terre, ressources. Elles se présentaient devant la cour avec un simple document, parfois un sac de pièces, en preuve d'une dot impayée. Mais quand venait leur tour de parler, on leur demandait de se taire. Ou, pire encore, on ignorait leur présence. Les historiens se disputent encore pour savoir s'il s'agissait d'une règle universelle ou d'une combinaison de coutumes locales. Car dans certaines régions, comme le sud de la France ou certaines villes de Lombardie, les femmes pouvaient parfois plaider. Mais c'était l'exception. La norme restait l'effacement sonore. Prenons un cas réel. En 1381, à Reims, une veuve du nom d'Isabelle poursuivit son beau-frère pour avoir illégalement repris une parcelle de vigne qui lui revenait. Elle avait avec elle une lettre, un reçu et même un témoin. Mais le greffier refusa d'enregistrer son témoignage. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas d'autorité d'homme en son nom. Elle dut revenir avec un voisin, qui ne connaissait même pas l'affaire, pour que la plainte soit examinée. Dans certains cas, cette contrainte allait encore plus loin. Des femmes devaient te faire certifier leurs propos par un clerc avant même d'entrer dans la salle. On enregistrait ce qu'elles allaient dire. Et pendant l'audience, elles n'avaient plus qu'à hocher la tête pendant qu'un autre récitait leurs pensées. Imaginez cette scène. Vous êtes là, debout, avec des mois de frustration dans la gorge,
des arguments préparés dans votre tête, des souvenirs précis, et un homme lit, d'une voix morne, une version fade de ce que vous auriez voulu dire. Vous avez envie d'intervenir, mais ce n'est pas votre voix. Ce n'est pas votre moment. Ce n'est même pas votre parole. Une anecdote insolite, mais révélatrice, nous vient de Bruges, où une femme aurait glissé des notes dans la poche de son avocat improvisé, avec des phrases comme « accentue ça » ou « dis le plus fort ». On les a retrouvées dans les archives. Oui, même en silence, les femmes cherchaient à garder un peu de ton, de rythme, de contrôle. Et parfois, ce silence n'était pas seulement imposé, il était intégré. Certaines veuves refusaient d'aller en justice, persuadées d'avance qu'elles n'y seraient pas entendues. Ce n'était même pas de la peur, c'était de la lassitude, du renoncement légal. Le silence devenait un réflexe, un pli social. Un peu comme fermer une porte qu'on ne vous a jamais laissé ouvrir. Et là encore, on voit se dessiner un paradoxe. Car dans d'autres sphères, familiales, religieuses, même économiques, ces mêmes femmes étaient souvent les piliers de leur communauté. Elles géraient les comptes, elles organisaient les vendanges, elles négociaient avec les artisans, mais dans la sphère judiciaire, muettes. Les chercheurs contemporains s'interrogent. Dans quelle mesure ce silence a-t-il influencé la transmission historique? Car si vous ne pouvez pas parler, vous ne laissez pas de traces vocales, pas de discours, pas de mémoire orale, et donc moins de place dans les livres, moins de présence dans l'histoire. Mais il y a des fissures dans le mur. Quelques lettres, quelques journaux, quelques prières notées au coin d'un feuillet, des mots chuchotés au-delà de la loi, des mots qui, même interdits, ont fini par nous parvenir. Et vous, là, écoutez bien. Fermez les yeux et imaginez une salle d'audience vide. Juste des bancs, des vitraux, un peu de poussière dans les rayons du soleil. Et puis, une voix, calme, vieille, têtue. Elle dit « Je ne me tairai pas ». Elle ne crie pas. Elle n'interrompt personne. Mais elle insiste, lentement, fermement. Et vous comprenez alors que certains silences, même les plus profonds, sont remplis de mots. Il suffit d'écouter différemment. Le bois craque sous vos pieds. La lumière est faible, tamisée par les rideaux poussiéreux d'une salle obscure. Vous entrez dans un musée, pas un de ceux à la mode, avec des installations interactives et des audioguides au ton enjoué. Non. Ici, les objets dorment sous vitrine, immobiles, silencieux et pourtant si bavards. Ce sont les restes d'un autre temps, des brides rouillées, des bâillons ajourés, des colliers sonores, des bancs de honte. Outils du silence, instruments de l'oubli et, paradoxalement, témoins sonores d'une oppression muette. Vous vous penchez sur l'un d'eux, une bride de fer, bien conservée, exposée sur un socle en velours. Il y a une petite pancarte à côté, objet de discipline féminine. Angleterre, 16e siècle. C'est dit avec tant de neutralité que cela en devient presque indolore, comme si c'était une théière ou un outil agricole. Mais vous savez. Vous savez que ce n'était pas juste un objet, c'était un programme, une idée, une punition avec une poignée. Les musées aiment exposer ces objets comme des curiosités. Certains visiteurs prennent des photos, font des grimaces moqueuses, d'autres hochent la tête, choqués, mais déjà distraits par la prochaine salle. Pourtant, ces outils ont servi. Ce métal a touché des peaux. Ce bois a soutenu des corps fatigués, honteux, humiliés. Et même s'il n'émet plus aucun son, il résonne encore. Les historiens se disputent encore pour savoir comment présenter ces objets au public. Faut-il les montrer de manière brute, sans filtre, pour que l'horreur soit visible? Ou faut-il les contextualiser, expliquer qu'ils faisaient partie d'un système plus vaste, plus lent, plus insidieux? Les musées hésitent. Et parfois, ils se taisent. Eux aussi. Une anecdote fascinante vient d'un musée écossais
où une guide expérimentée refusa un jour de faire visiter la salle des instruments de châtiment féminin. Elle déclara « Je refuse de transformer le silence des femmes en attraction ». Ce fut le premier et le dernier jour où cette salle fut ouverte au public sans explication détaillée. Depuis, elle est présentée comme un espace de mémoire. Et c'est là que tout se boucle. Car ces outils, aujourd'hui, ne punissent plus. Ils enseignent. Ou du moins, ils devraient. Ils ne sont plus là pour faire taire. Ils sont là pour rappeler. Et dans cette inversion, il y a un étrange sentiment de justice lente. Pas complète, pas parfaite, mais présente. Imaginez que vous touchez du doigt une de ces brides. Vous sentez le métal froid, rugueux, les petites morsures de la rouille. Vous fermez les yeux et vous entendez, pas une voix, mais un souffle. Un murmure, celui de toutes celles qui n'ont pas pu dire ce qu'elles pensaient et qui, maintenant, peut-être, parlent à travers vous. Peut-être êtes-vous un enseignant, une conteuse, une rêveuse, ou simplement quelqu'un qui aime écouter les histoires. Et ce que ces objets veulent vous dire, ce n'est pas seulement « regarde ce qu'on a fait », c'est « ne laisse pas ça revenir ». Et si vous écoutez très attentivement, vous pouvez presque entendre le bruit que ces objets ne font plus. Le silence retombe doucement comme une couverture chaude en fin de nuit. Les objets s'estompent, les couloirs se vident, les voix lointaines se dissolvent dans le velours du sommeil. Ce soir, vous avez marché dans les pas de femmes dont on a corseté le souffle, bridé la langue, étouffé les chansons. Vous avez effleuré leurs outils de silence, traversé leurs procès absurdes, visité leurs églises, leurs jardins, leurs bancs solitaires. Et à chaque étape, malgré les chaînes, malgré les lois, vous avez entendu quelque chose. Une résistance discrète, une ironie murmurée, un regard têtu. Maintenant, vous pouvez tout lâcher. Respirez lentement. Laissez votre esprit flotter entre les vitraux et les herbiers, entre les clochettes moqueuses et les mots tus. Vous êtes en sécurité. Aucun bâillon ne vous guette. Aucune bride ne vous attend. Il n'y a ici que du coton, de l'ombre et peut-être le souvenir d'un chant très ancien. Fermez les yeux. Laissez les siècles s'éloigner. Vous n'avez rien à dire, rien à prouver, seulement à rêver. Fin du script. Faites de beaux rêves.